Bonjour et bienvenue pour cette dernière édition de la Reptilion. On revient sur ce point en fin de vidéo. En attendant, je vous emmène la visiter auprès des exposants comme à Vichy. Je vous dis donc à tout de suite. La bourse est généralement divisée en deux salles. Il y a une grande salle principale où on va aller juste après. Mais tout d'abord, la petite salle où se trouve en général le stand manipulation qui est adoré par tout le monde, tenu par Denise. Je vous laisse donc découvrir. Donc bonjour à tous, ici vous êtes donc au salon Reptilion, au stand de manipulation pédagogie, où on essaye d'expliquer aux gens que les serpents ne sont pas dangereux. On permet aux enfants de manipuler des serpents, donc je vais vous montrer les serpents qu'on manipule. Donc il y a deux sortes de serpents qu'on va manipuler. La couleuvre des blés, qui est vraiment un serpent idéal pour débuter parce que c'est très peu agressif, c'est très peu mordeur, ça plaît beaucoup. Donc là, on va voir avec un enfant comment ça se passe. Tiens. Voilà, donc là, on voit qu'il n'y a aucune crainte du petit par rapport au serpent. Le serpent est calme. Et ça permet effectivement même aux parents de voir que ça se passe bien. Donc le deuxième serpent qu'on peut manipuler comme ça, ce sont les pitons royaux, pitons Régus. Donc par exemple Charles, que j'ai récupéré suite au décès de son propriétaire. Donc là pareil, il a... Voilà, donc pareil, il peut être manipulé comme ça. Et là on peut voir sur le corps de Charles, il a un petit cœur. C'est trop mignon. Il trouve une capuche ici, mais c'est adorable. Donc là, pareil, ce sont des serpents qui sont très calmes, qui sont très utiles en désensibilisation, même pour les adultes qui ont peur, parce qu'effectivement, ça bouge très peu, donc ça fait pas trop peur. Comment tu le trouves, le python? Bien. T'aimes bien les serpents? T'aimerais bien en avoir un? Oui. Donc voilà, je trouve que les pythons, ils ont quand même une jolie petite tête. Hop, c'est comme des animaux qui sont vraiment sympas. Et là, nous arrivons dans la grande salle principale de l'expo où je ne vais plus intervenir. Je vais simplement vous laisser visiter et laisser les exposants parler et vous présenter la bourse. Bonjour, je suis Olivia Signiakos, je suis avocate en droit animalier, fondatrice du cabinet Animalex Avocat. Le cabinet est basé à Annecy, mais j'interviens sur toute la France et j'interviens sur l'ensemble des dossiers qui concernent un animal. Alors, je suis toujours évidemment du côté de l'animal. Quand on pense droit animalier, on pense toujours droit pénal, protection des animaux maltraités, c'est ça, mais ça n'est pas que ça. Être avocat en droit animalier, c'est aussi intervenir sur des problèmes de responsabilité. On va penser aux chiens mordeurs, aux responsabilités d'une pension par exemple. C'est également intervenir sur des problèmes de propriété. Vous savez, quand on s'aime, qu'on prend un chien ensemble et puis qu'après on ne s'aime plus, et la question se pose de savoir à qui est le chien. Je travaille en partenariat avec Céline Pécavi, une consoeur qui, comme moi, consacre son activité à temps plein au droit animalier. Elle est plus axée sur le côté contractuel, c'est-à-dire qu'elle va conseiller les éleveurs, par exemple, pour rédiger des contrats, rédiger des conditions générales de vente, et elle va également conseiller des clients qui auraient pu avoir des problèmes avec lors d'achat d'animaux ou des problèmes qui dépendent du droit des contrats. Voilà, donc c'est une activité qui est passionnante. Le cabinet Animalex a bientôt 5 ans. Je me lève le matin, je me sens utile et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Et j'ai eu récemment l'opportunité d'écrire un bouquin qui s'appelle « Au nom de tous les animaux » aux éditions Les Arènes, qui raconte un petit peu mon parcours de comment on devient avocat en droit des affaires à avocat en droit animalier. Bon, c'est un petit peu atypique comme parcours, mais c'est un parcours passionnant et l'écriture de ce livre est aussi une aventure passionnante, voilà, que je partage aujourd'hui à Reptilion avec tous les visiteurs et mon assistant. Du coup, bonjour tout le monde, c'est Julien de chez Axiophidippus.
Donc c'est un élevage qui reste encore assez récent, qui a 1 an. Moi ça fait un peu plus de 6 ans que je reproduis maintenant ces petites arachnides, ces petites araignées sauteuses. Donc, un élevage du coup qui est principalement dédié dans l'élevage des sauteuses, qui commence aussi à proposer tout doucement quelques araignées reproduits à l'élevage non soumis à CDC. Du coup là par exemple on a des néphiles, on a la dame blanche australienne avec Holconia muraiensis pour proposer un petit peu de diversité autre, parce que c'est des araignées que j'affectionne. L'idée en fait de mon élevage, c'est surtout de proposer des bébés qui sont uniquement issus de mon propre élevage, qui ne sont pas collectés en Allemagne, revendus en Italie, puis rachetés en France. Du coup, la volonté, c'est vraiment que mes petites bêtes fassent le moins de chemin possible entre l'acheteur, le futur adoptant et son éleveur. Et puis le deuxième point, c'est de proposer aux gens un vrai accompagnement à l'adoption, c'est-à-dire que de rester vraiment disponible pour toutes les inquiétudes qu'ils peuvent avoir ensuite, tous les questionnements, de proposer tout ce qui va être fiche d'élevage, de maintien, de proposer de prendre un temps avant l'adoption à chaque personne, que ce soit des adoptions à distance, parce que je fais des envois aussi toutes les semaines, c'est des animaux qui peuvent s'envoyer si on respecte bien les conditions. Donc l'idée c'est toujours ça en fait, de proposer cet accompagnement, renseigner un maximum, et même en cours d'élevage, s'il y a des inquiétudes, de se dire ah bah tiens, je peux appeler mon éleveur et savoir ce qu'il en pense. Et ça c'est deuxième grosse volonté. Et puis troisième point, c'est d'essayer de mettre en avant des micro-terras naturels, avec du substrat naturel, avec l'idée de recréer quand même des microbiotopes, d'installer du colambol, du cloporte, pourquoi pas. Donc à terme, c'est pareil, l'idée de vous proposer quelques petits cloportes qui conviennent au terrain, des colambols bien sûr, des plantes, pourquoi pas un petit peu de substrat. Et voilà l'idée, globalement à peu près. Ça fait déjà pas mal de choses. Donc là, on a une petite Fidipus femelle, et celle-ci, c'est une Dos Guardenas, donc originaire de Cuba. C'est une petite femelle en L7, donc qui est subadulte, et qui a la particularité, cette espèce, du coup, d'être relativement foncée, avec la coloration qui est uniquement sur les points. Et cette coloration, elle va aller du rouge au orange. Voilà. Et ça, chaque localité de Fidipus regius va avoir sa petite particularité. Les Florides qui vont être plutôt beige crème, les Bahamas qui vont développer cette couleur blanche très recherchée, des Rastafari de Jamaïque qui vont être très orangés. En gros, on va en avoir un peu pour tous les goûts. Et puis, madame nous a pris une jolie pause et de quoi contenter pas mal de monde. Donc, sur cette espèce, le mâle, lui, sera bien noir avec des points blancs et les chélicères vert bleuté. Voilà. Voilà. Dernière petite chose que je te rajoute, c'est que du coup, l'idée c'est aussi de vous faire des belles images, des belles photos. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a une page Insta Axio Fidipus, une page Facebook Axio Fidipus, où je vous mets et j'essaye de mettre en valeur par une autre passion qu'est la photo, ces petites bêtes. Voilà. Salut tout le monde. Bonjour, je me présente Valérie, je gère la page Gécardèche, je suis éleveur amateur. Je vais vous présenter quelques-uns de mes geckos. Voilà, alors un petit jeune de l'année dernière. Dans la nature, ils sont comme ça ou comme cela, voilà. Un animal très sympa, qui se laisse facilement manipuler. Oh, il n'est pas content. Alors, chez le gecko, albinos ne veut pas dire blanc aux yeux rouges. Albinos veut dire sans pigmentation noire. C'est-à-dire que ceux-là ne sont pas albinos.
Et ceux-là sont albinos. Ils n'ont pas de mélanine porteur sur eux. Alors là, j'ai un petit un peu spécial. Le gecko léopard a le réflexe d'autotomie. Sur un coup de stress ou de peur, il peut faire tomber sa queue et elle repousse après. Voilà. Ça fait un petit cœur. Alors, ça a son charme. Ça a son charme. Alors ça fait maintenant 4-5 ans que je fais les bourses. On me trouve ici à Reptilion, qui pour sa dernière édition cette année, on ira à Mâcon l'année prochaine et à Nîmes. Voilà, c'est les 2 bourses où on est pratiquement sûr de me trouver. C'est un plaisir, c'est discuter avec les gens, venir sur les bourses, rencontrer les autres éleveurs. C'est un moment d'échange autant avec les exposants qu'avec les promeneurs. Donc c'est toujours agréable de venir faire les bourses. Et comme je dis aux gens, surtout, il ne faut pas hésiter à poser des questions. On n'est pas là pour vendre. On est là pour échanger, faire connaître une passion. Et c'est ce qui fait que c'est vrai que cette bourse de Lyon, ou même à Mâcon, je pense qu'elle gardera elle est vraiment familiale. On discute énormément, beaucoup plus que sur d'autres bourses où les gens passent, où il y a moins cet échange. C'est vrai que Reptilion, quand elle sera à Mâcon comme ici, je pense que c'est vraiment une bourse qui est agréable à faire. Ah oui, donc déjà Elle avait déjà peut-être quelques années derrière elle. Bonjour, alors je me présente, Maxime Ortiz, donc éleveur principalement d'insectes, un peu en tout genre, surtout du phasme, surtout aussi de la phyllium, donc des phasmes-feuilles, une variété, un petit peu de coléo et un petit peu de plate. Donc voilà, ça fait un peu plus de 20, même, un peu plus de 25 ans que j'élève des insectes. J'en collectionne aussi pour mes collections personnelles. J'importe pas mal de nouvelles espèces et de choses comme ça pour les introduire dans les élevages, faire un partage avec les passionnés. Parce qu'au final, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'espèces qui n'ont pas été découvertes et qui ne sont pas dans les élevages, mais hyper intéressantes. Et donc voilà, c'est un peu le jeu, un peu le but qui me plaît, c'est de pouvoir apporter du nouveau à cette passion et de pouvoir faire profiter les gens des nouvelles espèces qu'on peut trouver. Donc principalement, les phasmes, on va trouver ça dans les pays d'Asie. Il y a une énorme diversité. Toutes les îles d'Asie, toutes les petites îles des Philippines, les choses comme ça. En Amérique, il y en a aussi, des espèces un peu plus impressionnantes, mais un peu moins nombreuses par la diversité, par le nombre. Et puis voilà. Donc là, par exemple, on peut avoir des gros spécimens. Ça fait partie des gros spécimens. Phasma gigas, ça c'est une belle femelle. Ça c'est des belles femelles, ça fait partie des espèces déjà assez massives, totalement inoffensives, avec des magnifiques ailes, qui a un système un peu de défense pour faire peur aux prédateurs. Et voilà, donc les phasmes qui sont des animaux qui se nourrissent exclusivement de végétaux, principalement. On peut avoir des plantes de substitution comme par exemple la ronce qui marche très très bien. Dans la nature, elle mange autre chose. Donc on peut les acclimater assez facilement quand on les reçoit. C'est grâce à ça qu'on peut avoir des espèces plutôt sympas. Donc voilà. Après on peut trouver aussi des formats comme ça. De la phyllium, justement un phasme qui ressemble à de la feuille. Son principal moyen de défense c'est de faire le mort, comme on peut le voir. Mais elle est bien vivante. Les pattes se déplient, un peu découpées, qui ressemblent à des feuilles un peu grignotées. C'est comme ça que c'est grâce au mimétisme qu'elles arrivent à échapper aux prédateurs. Et adulte, ça c'est encore un jeune, mais adulte ça va faire vraiment une grosse feuille. Donc là des espèces sympas. En coléoptère, on va avoir ça. Des cétoines, des scarabées qui vont se nourrir exclusivement de fruits à l'âge adulte, et en stade de larve, ça se nourrira de matière en décomposition, surtout de la feuille. Donc là, ça c'est des petites espèces, très jolies, très verts. Et après, quand on est sur du Goliath, donc Goliath, c'est une grosse espèce de cétoine. On est sur des grosses larves déjà. Ça, c'est une espèce Goliath, c'est un peu différent. Ça va se nourrir de protéines principalement, donc soit de la prédation d'autres larves,
Et en élevage de la protéine industrielle, genre des copeaux pour poissons, des paillettes ou des petits pelets protéinés. Et ça fait partie des plus... Ça, pas loin des plus petites, ça, des plus grosses du monde. On va vous montrer après des spécimens morts. Et donc voilà. Hop. Une passion qui prend un peu de temps mais qui est plaisante. Et en mort, ça ressemblera à ça. Là, on est sur des spécimens de Goliath, donc de la grosse cétoine. Par rapport à la main, on voit à peu près la taille, quoi. Donc là, c'est une partie des collections aussi que j'ai en trop et que je peux permettre de partager avec certaines personnes qui en veulent. Et puis voilà, donc collection principalement et puis élevage d'insectes. Ça reste mes passions favorites. Donc voilà. Elle a pondu en début de mois là, elle a pondu le... Et bah, du coup aujourd'hui je vais vous présenter des espèces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc moi du coup je suis Reptile Tech, un éleveur de reptiles, donc j'ai 19 ans. Et j'ai décidé de créer du coup mon centre d'élevage et puis de faire des geckos un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc je fais aussi beaucoup de geckos à crête, même si on les retrouve quand même assez souvent. Mais là j'ai des espèces qui sont un peu sympas, donc je vais en présenter deux, principalement en gecko que j'adore. Le premier, Gaera marginata. Donc je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes qui les connaissent. Donc ça fait partie des gros geckos, un peu plus petits que le Lechianus. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que c'est des geckos qui changent de couleur. Donc là ça va peut-être rien vous dire, mais je vais vous montrer une photo de lui hier. Et c'est assez impressionnant. Vous pouvez voir. Donc ça c'était lui hier, donc vraiment tout blanc. Ce matin quand je l'ai sorti, il était vraiment noir comme le terrarium. Et c'est ça que j'adore sur cette espèce, c'est un énorme changement de couleur. Du frugivore, insectivore, avec un look magnifique, des longues griffes. Et c'est vraiment très très sympa comme espèce. Donc malheureusement on retrouve très peu d'éleveurs. Et donc le but ici c'est de faire vraiment le plus gros élevage, si possible français et même européen. J'aimerais bien au fur et à mesure du temps. Mais voilà, de préserver cette espèce qui, pour moi, franchement, elle mérite d'être connue, autant que le Ciliatus, que le Lechianus, tout ça, parce que c'est vraiment cool, pour le coup. Même en termes de comportement, c'est des animaux qui sont super intéressants à voir, et je dirais même que ça a le comportement de tout ce qui est un peu varan, c'est-à-dire que c'est très intrigué. Quand on passe devant les terrariums, ils sont tout le temps là derrière, à regarder ce qui se passe, tout ça. Donc même si ça peut être un petit peu peureux de temps en temps, avec la nourriture, on arrive vraiment bien à les faire venir, à les manipuler, et c'est des animaux qui sont, pour moi, exceptionnels. Hop. Et après, le deuxième gecko, ça va être Gecko Chawa. Alors là, je pense que c'est un peu plus réputé, mais je vais vous montrer du coup, hop, deux très beaux spécimens en Chawa. Là, du coup, on présente les Gecko Chawa. Donc là, j'ai apporté vraiment deux très très beaux spécimens. Donc là, on peut voir que c'est des îles des Pins. Il faut savoir qu'il y a plusieurs localités. Donc il y a les Mainland et îles des Pins. Donc là, ça fait partie des plus gros Chawa. Et là, on se retrouve vraiment avec des animaux donc, qui sont en Japan Line. Ceux-là sont importés du Japon, donc il y a 3 ans. Et donc, c'est vraiment des raretés en Europe. Et on peut voir que la femelle a vraiment tout ce collier vert et le mâle a vraiment énormément de rouge. Et pourtant, là, ils sont vraiment en couleur de jour. Savoir que sur pas mal de geckos calédoniens, il y a couleur de jour et couleur de nuit. Vraiment, la nuit, ils sont beaucoup plus pétants. Mais là, je les trouve franchement magnifiques avec la femelle. Hop, j'espère que je vais arriver à montrer, qui a vraiment une ventrale bien rouge, avec des pointillés, tout ça, granit, et qui est vraiment, vraiment magnifique. Donc pareil, les Chawa pour moi, c'est vraiment des espèces hyper simples de maintien, qui pour moi devraient être connues tout simplement comme le Ciliatus, parce que super bonnes espèces, on peut les maintenir à plusieurs, on peut faire des terrariums avec plusieurs femelles, mettre des trios, des duos, tout ça, ça s'élève super bien, et franchement, des espèces que j'adore. Donc voilà, j'en ai ramené juste 2 sur le salon. J'avais pas ramené tout mon élevage, forcément, pour le coup, il n'y avait pas la place. Mais de super bonnes espèces. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, en fait, c'est les cousins des Lechianus et Ciliatus. Donc ça fait partie du groupe néo-calédonien. Donc en fait, il faut savoir que dans la canopée, donc on va retrouver les Lechianus qui sont vraiment tout en haut des pins, donc à plus de 40 mètres des fois de haut, donc c'est vraiment impressionnant. Et en dessous, on va retrouver les Chawa. Donc comme je disais, 2 localités, Mainland et île des Pins, ceux qu'on retrouve le plus souvent. Bon, je vois que là, ils sont assez actifs de journée. Et pareil, frugivores et insectivores. Donc ça va manger du gecko nutrition, répachi et pas mal d'insectes. Voilà, ils font un peu n'importe quoi. Et voilà, de super beaux animaux avec des couleurs vraiment pétantes pour le coup. Donc ce qui est bien, c'est que ça change vraiment de tout ce qu'on peut retrouver. Le but, c'est vraiment d'avoir des animaux qui nous plaisent. C'est ce que je dis vraiment à tout le monde. Ayez des animaux qui vous plaisent. Écoutez pas forcément les gens qui vont vous dire que c'est des animaux qu'on peut pas avoir ça en étant débutant, qu'il nous faut des années d'expérience dans la terrophilie.
Vraiment, prenez ce qui vous plaît et puis vous allez vraiment kiffer les maintenir. Salut à tous, moi c'est Alex de la chaîne YouTube Alex Kingsnake. Aujourd'hui je suis à Lyon pour présenter un peu une espèce coup de cœur que j'essaie de développer en France qui est le Lampropeltis leonis et puis proposer une petite diversité des salons avec des espèces que j'affectionne énormément, le Pitchophis et puis de l'Elaphe Climacophora de localité Cunachir qui est une super espèce avec quelques plantes que j'affectionne aussi. Je vais vous présenter le Lampropeltis leonis. Vous avez peut-être entendu que la loi du groupe Lampropeltis a été sur certaines espèces interdites suite à que c'est devenu une espèce invasive. Et en France, on a encore la chance d'avoir des sous-espèces de Lampropeltis qui est par exemple le Leonis, l'Honduras, tout ce qui est côté mexicain qu'on a encore le droit de maintenir en captivité et continuer à les acheter. Et ces petits animaux, je les affectionne particulièrement parce que c'est des Lampropeltis de petite taille. Adulte, ça fait à peu près 80 cm. C'est très coloré et à chaque fois, les pontes sont extraordinaires parce que leur pattern et leur couleur, ça reste unique parce qu'on ne peut pas sélectionner des mutations génétiques. Ce n'est pas une espèce comme le Python Regius où on sélectionne des mutations génétiques pour donner des mutations génétiques. Là, c'est vraiment aléatoire, c'est pour ça qu'on l'appelle le variable kingsnake, parce que c'est pas l'homme qui travaille les gènes pour créer des couleurs et des patterns. C'est vraiment naturel, je trouve, et on peut avoir dans la même ponte des individus rouges, des individus plutôt oranges, et même des verts et des rouges. Et ça, c'est pas l'homme qui le gère, comme le Regius. Moi, je suis friand des localités aussi, et des choses naturelles où l'homme n'intervient pas. Et c'est vrai que c'est très diversifié. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression que ça ressemble à une goutte, mais ce n'est pas une goutte, c'est un Lampropeltis leonis et c'est très très bien. J'essaie d'être un peu plus sur les salons pour pouvoir présenter la chaîne YouTube. Moi j'ai une chaîne YouTube sur les reptiles. J'aime beaucoup aller chez les gens, découvrir leurs installations et puis voir un petit peu ce qu'ils proposent dans la diversité des animaux. Et c'est vrai que c'est encore un bon moment de partage, que ce soit les bourses ou les visites YouTube. Voilà un petit peu mon petit parcours. Et puis merci à Dragonnerie de m'avoir permis d'échanger quelques mots avec vous. J'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié la visite. Maintenant, vous allez avoir l'explication de pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était la dernière édition de la Reptilion. Je vais laisser Yvan, le grand chef d'Exofauna, qui organise justement l'expo, pour vous expliquer ça. Un grand merci à tous les visiteurs qui sont venus ce week-end pour la 39e année du salon. Donc la dernière sur Lyon, le salon Reptilion. On va déménager sur Mâcon pour la prochaine. On va agrandir, multiplier par 3 la surface de la salle. On va accueillir aussi beaucoup d'exposants supplémentaires la prochaine fois. On va diversifier un peu. Donc tout ce qui est minéraux, fossiles, les amphibiens on fait déjà, mais on va élargir, on va développer un peu là-dessus. Les plantes aussi, on va faire un peu plus de plantes rares et plantes tropicales. Là, ça sera la 40e année, donc du coup, année anniversaire, édition anniversaire. Ça va être assez sympa sur 3000 m². Voilà, donc on vous invite à venir nombreux à la prochaine. Merci.
voilà, la journée est terminée, on est de retour à la maison. C'est avec un petit pincement de cœur qu'on dit au revoir à la Reptilion, parce que pour moi c'était une histoire depuis 15 ans hein, que j'allais à la Papillon, depuis mes débuts de passion en entomologie. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, comme une petite balade virtuelle auprès de tous les exposants. Et je vais vous dire à la prochaine vidéo, qui sera une installation de couleuvre, je vous en dis pas plus. Donc d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous pour pas manquer la prochaine vidéo, bien évidemment. À dans un mois.